Bonjour à tous, voilà, ça y est, c'est vendredi, je suis avec mon petit café et c'est notre petite papote diététique du vendredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien, voilà, je voulais vous faire part un petit peu de ce que moi j'avais vu comme sujet dans ma pratique diététique cette semaine. Eh bien, je voulais vous parler du sommeil. C'est un sujet qu'on n'aborde pas finalement beaucoup en diététique, mais et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un chouette médecin qui m'a filé un super bouquin à lire qui s'appelle Pourquoi nous dormons, vous voyez à l'envers à mon avis, de Matthew Walker. Et je vous avoue que je n'ai pas tout lu, je l'ai principalement écouté en version audio. Mais parce que vous voyez, il est quand même assez épais, il n'est pas écrit très grand, mais il est passionnant. Voilà, alors on sait tous, hein, on a déjà bien vu que quand on dormait pas assez, qu'on fait vraiment des petites nuits, qu'on a fait la fête, le lendemain c'est la cata. On bouffe n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle heure, on se rue vers des trucs bien gras, bien salés. Mais ça, voilà, la différence, on la remarque vraiment quand on fait des toutes petites nuits et qu'on fait la fête. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça parce que dans notre société, on est tous incités à bosser beaucoup, à faire beaucoup de choses, et finalement, nos heures de sommeil, elles se rétrécissent très fort. Et on n'est pas poussé à dormir, hein. On n'a pas une bonne image où on dit «Ah oui, moi je prends tout mon temps pour dormir, je vais dormir tôt, je fais mes bonnes heures de sommeil». On est plus catégorisé en papy et mamie finalement quand on prend soin de son sommeil, hein. On n'est pas très valorisé pour ce comportement-là. Et c'est complètement absurde, hein. Une fois que vous aurez lu ce bouquin, franchement, vous verrez à quel point, mais c'est complètement débile, parce que notre sommeil, en fait, c'est notre atout santé le plus précieux. Et donc, vraiment, je vous encourage à y faire très attention. Bonjour Stéphane, j'espère que tu as bien dormi, c'est le sujet du jour. Euh, et donc, c'est vraiment un outil précieux pour réguler son poids. On n'en parle pas souvent quand on parle de régime, quand on va chez la diététicienne ou chez le médecin pour perdre du poids. Mais en fait, c'est finalement la première chose à regarder. Parce que on est bien tous conscients de les dégâts que peuvent faire une toute petite nuit de sommeil. Mais en fait, un manque de sommeil répété au cours de la semaine, c'est quasi la même chose, quoi. Et alors, ce que je disais aussi, c'est que la dette de sommeil ne se rattrape pas. Donc ça, vous pouvez le voir vraiment dans le bouquin. Ici, je ne suis pas une spécialiste du sommeil, donc je ne peux pas vous expliquer exactement quels sont les mécanismes qui font que les dettes de sommeil ne se rattrapent pas pendant le week-end, hein, quand on fait des grosses nuits. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà, vous lirez le bouquin et vous comprendrez pourquoi. Maintenant, je vais vous expliquer vraiment quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans le manque de sommeil par rapport à la régulation du poids. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. Et c'est ça, c'est vraiment terrible parce que ça a un impact énorme. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez bien tous remarqué que quand on fait des petites nuits, et même quand on dort pas suffisamment, donc quand on n'a pas ces 8 ou 7 heures, 7 heures et demie de sommeil, euh, on fait des mauvais choix alimentaires. Et alors ça s'explique par une espèce d'inhibition de la zone du cerveau qui contrôle un peu les choix et voilà, qui régule en tout cas les choix qu'on fait pour nous faire faire de
pour nous faire prendre de bonnes décisions. Donc il y a une espèce d'inhibition de cette partie du cerveau, ça a été analysé avec des IRM. Donc déjà, que ce soit au niveau de l'alimentation ou des choix professionnels que vous allez faire, si vous ne faites pas vos 8 heures de sommeil, vous vous plantez, quoi. Vous faites déjà des mauvais choix. En tout cas, votre cerveau n'est pas apte à faire les meilleurs choix pour vous. Donc ça, c'est déjà un truc énorme. Deuxième chose, quand on ne dort pas suffisamment, on va perturber notre système hormonal. On a deux hormones qui contrôlent la faim et les prises alimentaires dans notre organisme. On a la leptine et la gréline. La leptine, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Il y a eu beaucoup de recherches, à mon avis, il y a une dizaine d'années à ce sujet. On pensait vraiment que ces recherches allaient nous aider à guérir et vaincre l'obésité. C'est un peu plus complexe que ça. La leptine, qu'est-ce qu'elle fait? La leptine, elle vient s'activer quand vous avez suffisamment mangé. C'est cette hormone-là qui va freiner et stopper votre prise alimentaire. Donc on l'aime bien la leptine, hein, c'est elle qui va nous aider à contrôler et à nous réguler. La gréline, par contre, c'est l'hormone qui s'active pour vous signaler la faim. Alors, dans le manque de sommeil, hein, ça peut être un petit manque de sommeil, ça peut être une nuit de 6 heures. Hein, on a déjà... Les tests, ils ont été effectués avec des gens qui ont dormi environ 5 heures ou 5 heures et demie. Mais si vous faites une nuit de 6 heures, que vous allez dormir à minuit, que vous vous réveillez à 6 heures du matin, généralement, vous faites une nuit de 5 heures, hein, parce que vous ne dormez pas en bloc pendant 6 heures. Donc, une nuit de 5 heures, c'est très probable. Quand vous dormez si peu, qu'est-ce qui se passe avec ces hormones? Eh bien, c'est le double effet qui se coule, en fait. C'est que la gréline qui stimule l'appétit, elle augmente, et la leptine qui contrôle et qui dit j'ai plus faim, elle diminue. Donc c'est parti, vous êtes lâché. Hein. Vous voyez que votre appétit augmente de façon quasi incontrôlable, et en plus de ça, vos choix alimentaires ici dans votre zone du cerveau annihilé, donc c'est parti, on fait des choix alimentaires complètement absurdes, et alors on mange, on n'arrive même plus à contrôler son appétit, on a super faim, et donc on mange beaucoup. Pas cool, hein. Un autre effet, c'est que eh bien, la dépense énergétique, généralement quand on est fatigué, on n'est pas plein d'entrain pour aller marcher, pour aller se dépenser, pour aller faire du sport, donc déjà dépense énergétique, c'est un petit peu mort. Et on aurait pu se dire que oui, bah finalement, si on dort moins, bah voilà, le temps qu'on passe à dormir et donc au repos où on brûle pas finalement beaucoup de calories, il diminue, donc ça compense un peu. Ben non, parce que le sommeil finalement c'est un état qui va demander quand même pas mal de calories parce que le cerveau fonctionne à fond pour traiter les informations, pour faire plein de choses pendant le sommeil, et donc il a besoin de pas mal de calories. Donc on brûle déjà quand même un peu de calories pendant le sommeil. Et en plus, les calories supplémentaires qu'on va manger à cause de la perturbation hormonale et à cause de ces choix alimentaires, eh bien, ça va faire qu'on va finalement, dans les études qui ont été faites, les participants, ils ont mangé environ 300 kilocalories supplémentaires par jour. Donc on avait mis des gens en bonne santé, minces, voilà, dans les mêmes conditions, et on les a observés. La seule différence, c'est qu'il y en a qui dormaient 8 heures, d'autres qui dormaient 5 heures. Ils ont eu accès à la même quantité de nourriture, enfin les mêmes qualités, tout le bazar. Et donc chez ceux qui manquaient de sommeil, on voyait qu'ils augmentaient leurs apports caloriques de 300 kilocalories par jour. Donc au bout d'une semaine, ça fait déjà pas mal, donc on est déjà à 1000 kilocalories. Et en fait, au bout d'un an, bah, vous avez gagné entre 5 et 7 kilos. Ça vous parle? Voilà. Donc c'est vraiment super important, et ça a un impact énorme, hein, on s'en rend pas compte, mais ça a un réel impact sur le poids et sur nos prises alimentaires. Il y a un autre effet qui est pas cool non plus du manque de sommeil, c'est l'augmentation du cortisol. Alors là, le cortisol, pour foutre le bazar dans votre organisme, c'est le champion aussi, c'est l'hormone de l'alerte, hein, voilà, fuir, danger, machin, donc c'est l'hormone du stress. Le manque de sommeil élève aussi le taux de cortisol, et là, avec ces taux de cortisol qui fluctuent, on peut avoir une sensibilité à la baisse, à la fluctuation de glycémie qui est plus importante.
Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, il varie toujours un petit peu, il augmente après vos repas et puis il diminue, voilà. Et quand il baisse trop, ben, vous vous sentez un peu faible, un peu pas bien, vous avez besoin de manger, donc ça c'est quand la glycémie baisse beaucoup. Quand le cortisol est élevé, que vous êtes un peu en niveau d'alerte, vous êtes beaucoup plus sensible à ces fluctuations. C'est normal parce que, en fait, quand vous êtes en niveau d'alerte, vous avez besoin d'énergie pour fuir. Donc, la moindre petite baisse est signalée à l'organisme. Des cocos, faut manger. Et donc, c'est là qu'arrive l'appel de sucre. Donc, quand le cortisol il cafouille comme ça, avec ce niveau de stress, ce manque de sommeil, vous êtes beaucoup plus alerté sur vos besoins en sucre, parce que c'est vraiment là que ça va aller. On a analyser aussi quels étaient les aliments et quels étaient le type d'aliments vers lesquels on allait quand on était en manque de sommeil. C'est majoritairement les produits qui sont plus sucrés, notamment aussi tous les snacks vraiment sucrés avec plus des sucres rapides. Et puis après viennent aussi les aliments plus gras. Donc vraiment ceux qui vont pouvoir nous aider à fuir en fait, hein, et à être enfin, voilà, au top tout de suite et pouvoir réagir tout de suite dans cette situation finalement de stress et de danger. Donc voilà, donc en résumé, le sommeil, super important. Et vraiment là aussi, c'est de vous dire 8 heures de sommeil, c'est pas 8 heures dans son lit. Parce qu'on met toujours un petit peu de temps à s'endormir et parce qu'on a des micro-réveils la nuit aussi. Et en fin de nuit, on se réveille également. Donc voilà, il faut au moins être 8h30 au lit pour pouvoir dormir 8 heures. Essayez de voir un petit peu ça dans votre journée et voir ce que ça donne. Donc vraiment, moi je vous encourage à prendre soin de votre sommeil. Alors là, j'ai ma petite tasse, c'est pas du café en fait, c'est du déca. Ça fait très mamie aussi, j'assume totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je consommais beaucoup de café et depuis très longtemps, depuis ado et dans ma famille, on consomme pas mal de café. Et je me dis, ben, moi ça va, hein, je suis pas influencée par le café, je peux boire du café dans l'après-midi et mon sommeil est le même, voilà, j'ai pas de souci de sommeil. Quand j'ai arrêté le café, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, le café avait une grosse influence sur mon sommeil et que si je prenais du café pendant la journée, pendant l'après-midi, je dormais plus du tout aussi bien en fait, hein. Donc tant qu'on en boit, on se rend pas compte de ses effets et puis c'est au moment où on s'arrête d'en boire que on se rend compte que finalement, voilà, le café perturbait quand même un petit peu le sommeil. Donc voilà, je vous encourage à faire un test. Si c'est plus facile le week-end pour vous, que vous avez besoin de votre café pour vous réveiller le matin. C'est aussi un signe, hein, si vous avez besoin de café pour vous réveiller le matin. Moi, avant, je me dis, mais jamais, enfin voilà, mon cerveau, il fonctionne pas hein, si je prends pas ma tasse de café le matin. C'est à moitié de la croyance et à moitié vrai, peut-être. Maintenant que je dors un petit peu mieux, je me rends compte que j'ai pas besoin de café pour me réveiller le matin. Je pourrais prendre une tisane, ça marche aussi, quoi. J'adore l'odeur du café, je pense que ça fait partie de mon rituel du matin, donc c'est pour ça que c'est du déca dans ma cafetière, voilà. C'est comme ça, c'est mon petit plaisir du matin, c'est le truc qui me dit allez, on se réveille, la petite odeur, voilà. Mais donc je suis passée au déca. Pareil pour l'alcool. Là aussi, on a l'effet relaxant de l'alcool le soir, hein, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Café le matin, verre de vin le soir, et pour se relaxer. Mais en fait, c'est tout à fait virtuel, quoi. C'est pas une réelle relaxation. Donc cet effet, il va être temporaire. Et puis, au beau milieu de la nuit, cet effet va s'estomper et vous allez soit faire des micro-réveils ou avoir un sommeil un peu perturbé. Je ne vous parle pas des sulfites qui, chez certaines personnes, perturbent aussi tout à fait l'organisme. Donc là voilà, donc c'est un mauvais couple café-alcool pour le sommeil. Essayez voilà, de regarder, de faire un petit test pendant quelques jours, voir si le,
enlever le café, supprimer le café, modifie votre sommeil et comment ça se passe. Coucou Nathalie, donc on parlait du sommeil, donc j'espère que tu as bien dormi. Voilà. Il y avait un autre effet encore que j'ai pas abordé sur l'effet du sommeil sur la santé. Un bon sommeil a un effet sur le microbiote intestinal et donc sur ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, quand vous faites une petite nuit, ouah, les intestins en vrac, on digère pas bien, le transit est différent. Chez moi, ça manque pas. C'est clair comme de l'eau de roche, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Et donc, si vous dormez pas suffisamment, il y a des perturbations au niveau de votre microbiote. On sait très bien que ben voilà, l'intestin communique énormément avec le cerveau aussi. Donc tout ça voilà, vient s'ajouter. Et en plus, comme il y a des perturbations du microbiote, il y a aussi à long terme des perturbations sur l'assimilation des vitamines, des minéraux, donc de tous les nutriments essentiels. Donc ça a un impact également sur le poids et la santé. Donc vraiment, j'espère que vous êtes convaincus après ça de faire une bonne nuit de sommeil et de vous chouchouter donc à partir de maintenant. Et donc je vous rappelle qu'effectivement, malheureusement, le sommeil et la dette de sommeil ne se rattrapent pas durant le week-end. Si vous voulez savoir pourquoi, voilà, lisez le bouquin, c'est une bonne brique pour vous endormir, il n'y a pas mieux. Donc voilà, et il existe en bouquin audio aussi, mais en anglais, ça va? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision sur le sommeil et qui voilà, fait prendre compte de l'importance. C'est le meilleur médicament et meilleur remède qu'on puisse trouver. Euh, Moi, ça m'a super fort déculpabilisée aussi. Parce que j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de dormir. Donc pendant tout un moment, j'avais essayé de faire ce, ce truc de développement personnel qu'on appelle le Miracle Morning. J'ai adoré hein, faire tout ça, ces petits rituels, écrire, méditer, faire du yoga, machin, avant que mon gamin se réveille. C'était des moments super top, mais je me levais effectivement super tôt et je n'allais pas dormir assez tôt, et donc j'étais en dette de sommeil. C'était catastrophique, j'y arrivais pas. Je l'ai fait pendant tout un temps, mais ça a été désastreux sur ma santé en fait. Donc ça a fait vraiment tout l'effet inverse. Euh, donc ça m'a déculpabilisée donc, du fait de dire bah oui finalement j'ai besoin de dormir, c'est important de dormir, je peux aller dormir tôt, je m'en fous si on me traite de mamie, c'est pas grave, mais je prends vraiment soin de ma santé et puis je suis plus performante au boulot, je fais des meilleurs choix, que ce soit pour ma santé, que ce soit pour le boulot, donc c'est tout bénef quoi. Et donc c'est vraiment de changer ce regard sur le sommeil et de se dire, ben voilà, si je suis fatiguée, ben je vais dormir, quoi. C'est vraiment la meilleure des choses que je puisse faire, que ce soit ben, pour ma santé ou pour que ce soit le boulot et la façon dont je fonctionne au boulot. J'ai une petite pensée émue pour tous les jeunes parents qui ont des enfants qui font pas leur nuit. Là aussi, ça perturbe beaucoup. Donc, c'est une phase à pouvoir passer et donc essayer effectivement de dormir un petit peu autrement à ces moments-là et de dormir entrecoupé, mais d'essayer voilà, de soigner son sommeil à ce moment-là aussi et voilà, de faire le maximum pour avoir du sommeil, peu importe finalement l'état de la maison ou si on n'a pas pris de douche pendant une semaine, les premières semaines avec un nouveau-né. Voilà, grande pensée pour toutes les jeunes mamans et les jeunes parents. Ça me fait rebondir sur un deuxième sujet qui est le temps. Parce que dormir suffisamment, je regarde un peu combien de temps je papote là, je vois pas combien de temps. Ah oui, 19 minutes déjà, ça fait, ouais. En fait, on prend pas le temps de dormir, on nous pousse vraiment à aller toujours plus vite, à être plus performant, à faire plus en un minimum de temps.
Donc prendre le temps de dormir, déjà ça semble à beaucoup une perte de temps, alors que ça ne l'est pas, c'est vraiment super important. Et, euh, et donc tout doit aller vite. Et la perte de poids, ça fait partie des choses qui doivent aller vite. On est pressé, on veut du résultat, on veut du tout de suite, on veut du maintenant. Euh, Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne le mieux. Et je parle souvent du temps en consultation parce que quand on est baigné dans notre culture ici de régime et de diététique et de faire attention à ce qu'on mange, enfin voilà, on peut pas y échapper, hein. Euh, on a tous vu hein, les années 80, les années 90, les années 2000, ce sont des années où on a vu fleurir des régimes et ce sont des méthodes qui durent bon, à tout casser 6 mois. Hein. Vraiment quand ça dure longtemps. Sur les régimes dans un magazine, c'est une semaine détox bazar, voilà, on y va. Et donc on regarde les effets sur quelques semaines, sur quelques mois, voire 6 mois. Voilà. Et on évalue généralement la perte de poids à ce moment-là, une fois qu'on a fini cette méthode qu'on a appliquée pendant X temps, comme c'était conseillé, et on regarde le résultat à ce moment-là. Et alors on se dit, ouais, c'est génial, j'ai perdu 10 kilos, c'est trop bien, c'est magnifique. Et puis, en fait, y a une agence française qui a fait une grosse étude sur les régimes. Et donc, on a déterminé que le laps de temps qui devait être pris en considération pour estimer l'efficacité d'un régime, c'est finalement beaucoup plus long parce que normalement, un régime, il est censé être efficace sur toute la vie. Hein. Donc, si ça a été bien conduit, vous devez observer des résultats et vous devez pouvoir les maintenir. Et donc, cette durée, ce laps de temps, bah, c'est 3 ans. L'ANSES a évalué l'efficacité des régimes, donc a comparé tous les régimes sur une durée de 3 ans. Là, on a observé que finalement, peu importe la méthode de perte de poids, donc peu importe le type de calories qu'on réduisait, que ce soit les glucides avec les féculents, le sucre, le machin, que ce soit les lipides, les graisses, que ce soit de l'hyperprotéiné, enfin voilà, par la porte ou par la fenêtre, peu importe finalement, tout ce qui comptait c'était la réduction calorique. Et donc la perte de poids, elle était uniquement tributaire de la réduction calorique, du nombre de calories qu'on enlevait. Et donc, on a regardé l'efficacité, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, l'efficacité de ces régimes, elle était d'environ 5%. Ça veut dire que 95% des régimes sont inefficaces. Point. Voilà. 95% des régimes vous font reprendre du poids et donc sont inefficaces. Si c'était un médicament, il n'aurait jamais l'autorisation de mise sur le marché. C'est un truc qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment super important à comprendre parce que le truc hyper restrictif qui va vous faire perdre du poids en 2 semaines, en 1 mois pour mettre les bikinis sur la plage ou j'en sais rien, ou voilà, ça fonctionnera pas. À 3 ans, vous aurez repris votre poids. Donc, et alors, ce qui est d'autant plus dangereux, parce que si c'est juste une reprise de poids, bon bah vous avez un peu perdu du temps à vous foutre en l'air avec un régime à la con, vous avez mal mangé ou vous étiez de mauvaise humeur, j'en passe. Vous avez passé un tout petit court instant où vous étiez plus mince et vous y rentrez dans des vêtements, vous avez racheté une garde-robe qui 2 mois plus tard vous allez déjà plus. Euh, Ça, c'est accessoire. Hein. Ce qui est important, c'est que finalement, quand vous faites des régimes très restrictifs, vous diminuez votre métabolisme de base, donc votre petit moteur interne qui brûle les calories, et donc il fonctionne, voilà, à chaque fois avec un régime un petit peu plus bas. Donc à chaque fois, il brûle un petit peu moins de calories aussi, hein, et ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous pouvez manger moins. Et donc, si vous remangez comme avant,
bah, systématiquement, vous reprenez du poids, puisque vous brûlez moins de calories qu'avant, et ainsi de suite. Vous diminuez votre masse maigre en général aussi, hein, donc votre masse musculaire, vous la diminuez au fur et à mesure des régimes. Et l'autre inconvénient, c'est que vous flinguez complètement votre rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avoir une alimentation bon, intuitive ou en tout cas une relation harmonieuse avec l'alimentation, à vous demander à chaque fois si vous pouvez manger un morceau de chocolat, si vous faites bien d'aller vous chercher une frite de temps en temps, à vous obliger à manger des légumes que vous n'aimez pas. Euh, voilà, et donc ça peut conduire aussi à des troubles du comportement alimentaire qui foutent en l'air vos repas, votre vie, et voilà, qui peuvent conduire à des troubles très sévères dans certains cas. Donc finalement, ces régimes restrictifs sont super dangereux et donc il faut se laisser le temps de faire les choses bien parce qu'il est possible encore de perdre du poids, hein, c'est pas du tout le propos. Mais aujourd'hui, on agit vraiment différemment et avec beaucoup plus de précautions. On induit toujours une petite restriction calorique, mais plus faible. On essaye de voir d'autres paramètres, comme le sommeil notamment, comme l'activité physique, comme plein de choses, et comme ce rapport au temps. Hein. Et moi je dirais même, j'envisage aussi l'épanouissement personnel dans le cadre des consultations diététiques. Et c'est toujours des questions que je pose quand il y a un surpoids aussi. C'est de voir ce qu'on fait pour soi. Ça, j'en parlerai peut-être un autre jour, mais ça fait partie de la relation au temps. Généralement, on ne prend pas assez de temps pour soi. Le temps, aujourd'hui, il est valorisé dans notre société pour être productif. Il faut faire, plein de trucs, faire de l'argent, mais il faut faire. Et quand on ne fait pas, on dit bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école, enfin voilà, le temps, il sert à faire des trucs aujourd'hui. Et il sert pas à dormir et il sert pas à prendre soin de soi. Et ça, vraiment pour la santé, c'est un gros problème. Donc aujourd'hui, ce que j'avais vous envie de... Oh, je n'arrive pas à parler, c'est vendredi. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est prenez le temps de dormir. Prenez vraiment soin de votre sommeil et prenez du temps pour vous et prenez le temps de faire les choses bien. Et si c'est en diététique et pour une perte de poids, voilà, prenez beaucoup de temps et ayez de la patience pour voir des résultats. Je vous souhaite un bon vendredi et déjà un bon week-end. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça y est, on sera de retour avec Mike pour la cuisine saine et funky. On cuisine ce dimanche après-midi avec vous un super risotto avec tous les secrets de cuisine de Mike. Voilà, je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée. Ciao, ciao!